Merci. L'exercice n'est pas simple parce qu'on nous a demandé à la fois de faire une synthèse et à la fois de tracer des voies d'action, puisque c'est le « et maintenant », n'est-ce pas? Donc, j'avais préparé un petit peu des éléments sur les voies d'action, mais compte tenu de la richesse des échanges d'aujourd'hui, je pense que je vais plus me focaliser sur des points de synthèse ou des réflexions personnelles sur des choses qui ont été dites aujourd'hui. Je pense que ce qui ressort beaucoup, on a beaucoup vu que le problème majeur, c'est pas l'enseignement de l'économie à l'université de façon large, c'est l'enseignement de l'économie dans les départements de sciences économiques qui sont les seuls labellisés comme experts pour parler correctement d'économie dans nos sociétés. Et là, ça croise toute la problématique du rôle des experts dans nos économies. Alors, l'enjeu, il est formidable. Je veux dire, c'est clair qu'il existe des hétérodoxes, dont je suis, et je suis donc au département des relations industrielles à la faculté des sciences sociales de l'Université Laval. Le département de sciences économiques est également la faculté des sciences sociales de l'Université Laval, mais les autres économistes ne sont pas des économistes pour les économistes orthodoxes. C'est ça une orthodoxie. C'est de faire chapelle, et c'est un vocabulaire déjà religieux en soi. Il ne s'agit pas d'aller réfléchir davantage aux questions de fondamentalisme, je pense qu'on est déjà dedans. Quand on pense à l'orthodoxie, c'est un vocabulaire déjà très, très religieux en soi. Donc, l'orthodoxie, c'est la pensée correcte, la pensée droite, ortho, l'opinion droite, c'est ça que ça veut dire en soi, ortho, droit, et de la doxa, l'opinion. En dehors de ça, point de salut. Donc, ça veut dire que les autres économistes n'existent pas. Alors, quand on tente de réfléchir à des voies de réforme où on veut donner la place aux autres économistes au sein d'une institution universitaire, on a déjà un problème majeur. Nous sommes bâillonnés, notre parole n'a pas de sens au sein d'institutions en tant qu'économistes pouvant dénoncer le discours des autres économistes. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas parler des objets. Les objets sont là, ce sont deux choses. On a souvent parlé aujourd'hui d'objets, travailler sur les questions de pauvreté, travailler sur la discrimination envers les femmes, travailler sur la violence envers les femmes, travailler sur l'économie sociale, sur d'autres modalités de partage, etc., etc. Ce sont des objets d'étude. Tout le monde peut en parler et nous sommes tous convoqués à donner notre point de vue là-dessus. Mais là où le discours de l'économiste qui se permet d'intervenir sur l'ensemble de ces objets d'étude, là où le discours de l'économiste, justement, fait la différence, c'est qu'il est consacré comme celui dont la parole est au-dessus de celle des autres. Et ça vaut dans l'institution universitaire, tout comme sur la place publique. Donc là, il y a un enjeu qui est complexe, parce que avant l'enjeu de la formation, il y a la question de dénoncer l'impact de l'orthodoxie sur nos politiques publiques. Je n'ai pas beaucoup entendu parler de politique publique aujourd'hui. C'est un élément majeur. Comment nos sociétés sont-elles formées à partir des politiques publiques qu'on met de l'avant? En bonne partie, tous les leviers de l'État, on parle d'austérité, c'est l'impact des politiques budgétaires et fiscales. Si on parle de la flexibilité en emploi, on peut parler des politiques qui sont inspirées par l'économie du travail. Si on parle d'environnement, encore une fois, on a un ensemble de politiques publiques qui interviennent dans ce domaine. Donc, politique industrielle pour l'orientation de nos économies en termes de secteurs économiques qui seront développés ou pas. Donc, ces politiques publiques sont structurantes et le problème, c'est qu'effectivement, le discours des économistes agit sur les politiques publiques. Donc là, il y a deux niveaux à distinguer, je crois, si on veut pouvoir réfléchir à l'impact nocif du discours orthodoxe. C'est ça notre problème majeur. Et c'est ça, je pense, un des enjeux pour le mouvement associatif, c'est d'essayer de comprendre comment les actions, les pratiques sur le terrain qui tentent de développer d'autres manières de faire sont contrecarrées par des idées, parce que c'est le rôle des idées qui est en jeu ici, par des discours qui légitiment des politiques qui vont à l'encontre des pratiques en question progressistes. Viviane, tout à l'heure, a expliqué comment, en l'espace de 5 minutes, des heures et des jours et des semaines de travail s'envolent en fumée parce qu'un expert économiste est venu dire que ça ne tenait pas la route. On a vu également en France comment un expert auréolé donc du prix faussement appelé Nobel, donc du prix de la Banque de Suède en sciences économiques, Jean Tirole est venu mettre à néant, réduire à néant les efforts de 5 années de travail d'un groupe de 600 économistes hétérodoxes regroupés au sein d'une association qui s'appelle l'Association française d'économie politique. Comment, alors que ces gens-là avaient réussi donc à se faire
à obtenir au sein de l'institution qui valide les itinéraires des professeurs-chercheurs en France, comment donc cet acquis, cette avancée a été réduite à néant parce que l'orthodoxe en question est venu dire que c'était très dangereux de scinder comme ça une reconnaissance, la pratique de l'économie en France. Alors, c'est dévastateur comme effet. Alors, c'est à ça qu'on s'attelle, et je pense qu'avant même de réfléchir à la question donc de la formation, il faut se demander de quelle façon il faut dénoncer ça, dénoncer cet état de fait dont on ne prend pas suffisamment, je pense, la mesure dans nos sociétés de façon générale. La plupart du temps, et j'ai vu encore tout à l'heure, depuis ce matin, donc des gens qui disent c'est aberrant. Comment se fait-il qu'on est en train de parler d'une capacité d'avoir un droit de parole dans une institution qui est une institution de savoir, non pas même une institution de savoir, mais l'institution de savoir dans nos sociétés, c'est-à-dire l'université, qui donc est celle où l'expression de la liberté de parole devrait être la plus pure. Alors, précisément, il y a quelque chose d'absolument invraisemblable dans cet état de fait, pourtant il existe. Et il surprend souvent aussi les gens, ça devient... je sais que, enfin, je me rappelle des réactions des intervenantes dans le mouvement féministe, dans les groupes de femmes, quand on a fait des formations il y a une douzaine d'années environ, deux économistes, Ruth Rose et moi, donc, auprès de ces intervenants, des formations sur la théorie économique et pas juste sur des objets d'économie, ce n'était pas des formations sur l'équité salariale, sur les problèmes de l'égalité, tout ça, comment elles étaient étonnées de savoir qu'il y avait un discours comme ça monolithique au sein de l'université. Ça semblait une aberration. Ça, je pense que ce n'est pas connu suffisamment. Elles pensaient donc, comme on l'a entendu aujourd'hui, qu'elles n'étaient pas autorisées à parler d'économie parce qu'il y avait une voix autre qui s'exprimait et elles n'avaient pas droit de citer pour en discuter. Donc, simplement s'autoriser à contester le discours des économistes, c'était une énorme avancée auprès de ces groupes-là. C'était vraiment remarquable et ça ressortait beaucoup dans les évaluations. Leur fournir des outils, même les théories hétérodoxes, pour articuler des argumentaires qui soient progressistes, c'était l'autre objectif de la formation. Et c'est quelque chose, donc, qui fait cruellement défaut à l'heure actuelle. Il faut encore une fois réfléchir beaucoup à ces questions-là. Donc, faire la distinction, donc, je répète, entre la doctrine économique, quand on parle de pensée unique et qu'on parle de néolibéralisme, on est au niveau de ces propositions de directives de politique économique. Aller dans le sens de la déréglementation, aller dans le sens de la flexibilisation, aller dans le sens de la privatisation. On est sur le terrain de l'idéologie, sur le terrain doctrinal. Nous, on part du terrain de la théorie économique qui a pour fonction d'expliquer les faits économiques. Et c'est là qui est, je pense, l'angle mort pour beaucoup de groupes, qui consiste à voir de quelle façon, d'une part, la théorie néoclassique sert de caution scientifique pour ces politiques régressives. Ça, c'est le premier point. Et démonter ça, c'est déjà important. Mais inversement, montrer que ces théories et que cette approche néoclassique n'est pas la seule, qu'il y a tout un ensemble d'hétérodoxies économiques qui, elles aussi, peuvent fournir des outils, des arguments pour nourrir des argumentaires de défense de dossiers multiples. C'est là que je pense qu'il y a l'enjeu premier, et c'est un enjeu très, très important pour le mouvement associatif. Parce que le problème, ce n'est pas l'objet de recherche. Le problème, ce n'est pas une question de théorie. J'ai aussi entendu ça beaucoup aujourd'hui. On veut des approches qui soient moins théoriques. Non, c'est pas ça le problème. Il y en a des théories, il nous faut des théories, mais il faut que ces théories soient pertinentes pour expliquer les réalités économiques. Or, le paradigme, ou enfin l'approche néoclassique, n'est pas une approche qui est théoriquement pertinente pour expliquer les réalités concrètes. Donc, dire ça, c'est quand même un peu différent que de dire on veut aller vers des descriptions concrètes et ne pas parler de théorie. Il faut faire attention. Quand on parle d'hétérodoxie, on défend l'enjeu théorique, on défend des enjeux de théorie fondamentalement, mais des enjeux de théorie qui ont une prétention et une capacité à beaucoup mieux performer, d'abord pour même expliquer l'économie, ce qui en soi est quelque chose d'assez formidable, puisque l'économie orthodoxe se présente comme étant la seule à pouvoir faire l'exercice, alors qu'elle n'est pas capable de le faire. Elle est stérile pour examiner l'économie. C'est assez formidable aussi de dire ça. Mais donc, il faut
réhabiliter au sein donc, des groupes et dans nos interventions cette capacité des hétérodoxies, la faire connaître et les faire connaître. Parce qu'on va être avancé quand on va commencer à se chamailler entre hétérodoxes. Parce que c'est ça aussi. Les hétérodoxies, elles sont multiples. Hein? Elles sont multiples. Il y a beaucoup d'approches théoriques qui ne partagent pas les mêmes points de vue à de nombreux égards, en termes conceptuels, en termes méthodologiques, en termes épistémologiques. On n'a pas les mêmes a priori. Alors ça, c'est quelque chose en soi aussi qui est un monde riche, complexe, et qui fait en sorte qu'il n'y a pas d'un côté une approche orthodoxe qui elle-même est aussi assez complexe. Hein. La mouvance orthodoxe, c'est quelque chose qui existe depuis la fin du 19e siècle, qui a eu le temps de se renouveler de nombreuses fois et qui a fait donc de multiples avatars. Donc on a beaucoup, c'est d'une très grande complexité aussi, mais du côté des hétérodoxies, donc il y a vraiment quelque chose d'assez complexe aussi à observer et qui mérite donc d'être connu. Mais là, c'est encore un autre enjeu